Je suis avec Christian Véraud, le réalisateur du film documentaire Route 66 sur la piste du rêve américain. Donc tu présenteras ce film ce soir à Argentan et demain au Planète Ciné d'Alençon. Toutes ces séances sont à 14h30. Merci beaucoup d'être avec nous et première question, comment vas-tu aujourd'hui ? Aujourd'hui ça va bien puisque je suis en train de tourner dans la région et partager ce que j'aime et le voyage, la découverte d'autres mondes, d'autres cultures, c'est pour moi vraiment au cœur de ma vie, c'est une véritable passion. Et partager ces passions, c'est un autre grand plaisir. Donc, je vais particulièrement bien malgré la météo. Tu découvres la Normandie ? Je connais peu. Je suis de la région de Saint-Étienne, donc la Normandie, c'est un coin où je passe de temps en temps pour mes tournées, vu qu'il y a pas mal d'années que je fais ce travail. Mais c'est pas une région que je connaisse vraiment bien. Première question, cette route 66, en fait, elle va de où à où aux États-Unis ? Alors, elle va de Chicago à Los Angeles. Alors, Chicago, pour ceux qui sont pas trop familiers avec les États-Unis, c'est, on va dire, par rapport à la côte Est, on a parcouru un quart de la traversée du continent quand on est à Chicago. Il reste les trois quarts. Et ces trois quarts, c'est ce qu'il restait dans les années 1900 à parcourir. À cette époque, il y avait déjà des routes dans le quart Est. Les colons venus d'Europe s'étaient installés dans l'Est. Ils avaient déjà développé cette région. Mais entre Chicago et la côte californienne, il n'y avait aucune route. Et c'est donc entre ces deux grandes villes, Chicago, Los Angeles, qu'on a construit pour la première fois dans l'histoire de la planète une route d'une telle dimension. Il faut se souvenir que c'est dans les années 1920 qu'on a construit cette route. Cette technologie n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et est-ce que tu saurais nous dire pourquoi cette route-là est devenue iconique ? Alors, il y a la longueur, et puis il y a le fait qu'elle a bouleversé complètement la réalité des États-Unis. C'est un pays qui était... il faut revenir un peu dans l'histoire. Les colons anglais s'installent sur la côte Est. Ce sont des trappeurs, des chasseurs. Ils commencent à étendre leur territoire au détriment des tribus indiennes qui vivaient là. Ils s'avancent peu à peu vers l'ouest. Et puis, il va y avoir la ruée vers l'or de Californie en 1848. La Californie, il n'y avait personne. Elle était mexicaine à l'origine, espagnole d'abord, puis mexicaine. Et puis, dans les années 1840, les Américains vont conquérir par la force militaire la Californie, se l'approprier. Et là, ils vont découvrir de l'or. Et dans ce territoire où il n'y avait personne, des centaines de milliers de chercheurs d'or vont déferler. Et c'est ce qui a vraiment ancré la Californie dans le territoire américain. Ça va la peupler, ça va la développer, l'enrichir. Mais dans les années qui suivent, même dans les décennies jusqu'en 1900, les États-Unis, c'est un pays étrange. Parce qu'il y a l'Est, on va dire le quart Est de ce qu'on nomme aujourd'hui les USA, qui est développé, urbanisé, avec un réseau routier. Il y a la Californie, qui s'est développée suite à la ruée vers l'or. Et puis, au milieu, il y a des milliers de kilomètres avec rien, quasiment personne, aucun développement. Et cette route, elle va avoir une importance, c'est qu'elle va raccorder deux parties des États-Unis qui n'avaient pas de contact, un pays qui était... C'est un peu tordu, un pays dont seules deux parties sont développées et qui ne peuvent pas communiquer, on ne peut pas rejoindre. On imagine mal qu'à l'époque, pour aller de la côte Est à la côte Ouest, on n'y allait généralement pas par la route, qui n'existait pas. On prenait le bateau sur la côte Est, on suivait le rivage atlantique jusqu'au Cap Horn et on remontait par le rivage pacifique jusqu'en Californie. Donc vraiment, cette route, elle a bouleversé la réalité de ce pays. Elle a unifié les deux régions des États-Unis. Elle a désenclavé l'intérieur. Elle a été indispensable à la construction des USA. Et toi, quand est-ce que tu es allé parcourir pour la première fois cette route 66 ? Alors, la première fois où j'ai découvert déjà les États-Unis, ça remonte loin. À l'origine, je suis électronicien et je travaillais en Guyane française. Je travaillais donc au centre spatial de Kourou. Et à la fin de mon contrat, on était parti en couple avec une 2 chevaux Citroën. C'était une camionnette transformée en une espèce de mini camping-car. Et on était parti pour un grand voyage autour des Amériques. Puis ce voyage a duré 2 ans. Pour faire simple, de Guyane, on est descendu au Cap Horn, puis remonté par la cordillère des Andes, Chili, Bolivie, Pérou, Équateur, Colombie, Amérique centrale. Et puis du Mexique, on est rentré aux États-Unis. Donc pour la première fois, découverte des USA. Et là, je dirais coup de cœur pour les grands espaces de l'Ouest. C'est fantastique, l'Ouest américain. C'est d'une beauté sauvage. Les déserts, les canyons,
la faune, la flore. Donc là, un vrai coup de cœur, alors que j'avais 25 ans. Et à ce moment-là, on termine le voyage qui va nous emmener en Alaska, puis jusqu'à New York. Bref, 2 années de voyage un peu dingues qui vont changer ma vie, hein. Je ne serai plus jamais celui que j'étais auparavant. Je vais en quelques années plus tard, peu à peu, faire de la photo, raconter mes voyages par l'écriture, par la photo, par la vidéo. Et je vais finir par plonger complètement dans le voyage et vivre du voyage. Donc on peut dire que ce premier voyage qui m'a amené aux États-Unis a bouleversé ma vie puisque a fait d'un électronicien un reporter, cinéaste, documentariste de voyage. Donc voilà, il y a eu ce premier contact avec les USA, puis il y a eu plein d'autres voyages là-bas dans lesquels je m'intéressais surtout à la nature, à ces grands espaces naturels. Et puis c'est là que de temps à autre j'ai croisé cette route 66. Et j'ai eu l'impression qu'il y avait quand même quelque chose à décortiquer, là, quelque chose qui me semblait intéressant, vraiment digne d'y consacrer un peu de temps. Et quand pour la première fois j'ai fait un gros tronçon de route 66, c'était il y a maintenant 4-5 ans, ah là oui, j'ai compris qu'il fallait non seulement s'y intéresser, mais faire un film. Et quand tu pars filmer la route 66, tu pars avec quel matériel en fait ? Alors déjà, quand on parle route 66, on se dit on va faire ça en Harley-Davidson. Alors bien sûr, il y a le mythe de la Harley sur la 66. Alors je me suis amusé pour le plaisir à en faire un petit bout comme ça, vraiment pour le plaisir, parce que c'est pas très raisonnable quand on veut faire un film avec les caméras, matériel de prise de son, prise de vue, toute la technique. Sur une moto, c'est pas très pratique, quoi. Donc, tout bêtement, ça a été la location d'une petite voiture à Chicago pour aller jusqu'à Los Angeles, ou alors à Los Angeles pour aller à Chicago. J'ai fait 3 fois la traversée pour les besoins du film. Chaque fois, j'ai consacré un bon mois sur le terrain. Et tu pars seul faire ce documentaire ? Alors, dans notre métier, il y a un gros décalage entre ce que fait la télévision, par exemple. La télé, c'est des gros moyens, mais il faut faire vite. Donc, on envoie pour un sujet, on envoie une équipe de 5-6 personnes avec de gros moyens matériels, mais il faut qu'en 2-3 jours, ce soit bouclé. Dans ce travail de ciné-documentariste que nous pouvons faire, alors nous sommes vraiment des solitaires qui travaillons quasiment seuls, parfois à 2, bien souvent quasiment seuls, et puis on fait tout. On fait l'écriture d'abord au départ, l'écriture du film, la documentation, on s'informe, on essaie de connaître le maximum de choses sur le sujet que l'on va traiter. On prépare le voyage, on part sur le terrain, on se débrouille sur un plan matériel, on noue des contacts, on fait les prises de vue, on fait les prises de son. Au retour, on va écrire les commentaires, faire le montage image, son, titrage, colorimétrie. Bref, c'est le one-man show, quoi. Et là où le moindre film de cinéma demande 50 à 100 intervenants, eh ben nous on est 1 ou 2, quoi. Donc ça demande beaucoup plus de temps. Mais l'intérêt, c'est on a une liberté totale. On n'est pas dépendant d'une chaîne télé qui nous dit voilà, vous allez traiter ce sujet de telle manière, dans tel esprit, avec telle durée. Non, liberté absolue. Je fais ce que je veux, comme je veux. Ça, c'est quand même un grand bonheur. Et en combien de temps, généralement, on parcourt en entier cette route 66 ? Alors, je dirais quelqu'un qui va sur la route 66 pour le plaisir, en n'ayant pas l'objectif de tourner un film, bien sûr. Alors, il faut, je dirais, minimum 3 semaines. Ah oui, quand même. Si on en a 4, c'est parfait. Bah oui, c'est 4000, un peu plus de 4000 kilomètres. 4000 kilomètres sur une route qui officiellement n'existe plus depuis les années 80, 84 exactement. Donc elle n'est pas en très bon état, des tronçons sont manquants, d'autres sont vraiment pratiquement de la piste. On a du mal à la retrouver, elle n'est plus vraiment balisée. C'est un jeu de piste, quoi, retrouver la 66. Et puis il y a tout un tas d'histoires, de vestiges, de personnages extraordinaires à rencontrer tout au long. Et oui, il faut du temps, il faut vraiment du temps si on veut la savourer. Est-ce que tu as réussi à percer à peu près tous les mystères de cette route 66 ou il en reste énormément ? Oh, il en reste, bien sûr qu'il en reste, mais j'ai vraiment essayé de faire quelque chose de sérieux, de pointu. J'ai lu à peu près tout ce que j'ai pu trouver sur cette route. J'ai, grâce à des gens qui avaient déjà travaillé dessus, obtenu des contacts au long de la route.
Il faut bien se souvenir que jusqu'en 1984, elle était le seul axe routier qui reliait l'Est et l'Ouest des États-Unis. Et donc, il y avait un trafic énorme dans les dernières décennies. Il y avait des milliers de stations-service, de motels, de garages automobiles. Et tous ceux qui vivaient là, qui étaient au cœur de la vie américaine, se sont retrouvés le jour où on a ouvert l'autoroute, où cette route 66 n'a plus eu de raison d'être. Ils se sont retrouvés à l'écart de l'Amérique. C'est-à-dire que la vie qui était là sur leur route, désormais elle était ailleurs, elle était sur l'autoroute. Plus d'activité, plus de clients, plus de voyageurs sur la route. Le monde s'est arrêté de vivre pour ces gens-là. Et aujourd'hui, quand on repart sur cette route 66, on retrouve une génération, ils ont 80 ans parfois, mais ce sont de véritables mémoires de cette route, des encyclopédies vivantes. Et puis il y a tous ces vestiges. Parce que le pays étant tellement grand, chez nous, quand on abandonne une route, tout de suite on démolit tout et on refait du neuf parce qu'on a besoin de terrain, on a besoin d'espace. Aux États-Unis, le territoire est tellement immense que on a tout laissé sur place, on est allé construire ailleurs. Donc au long de la 66, on va retrouver des garages automobiles avec les outils qui sont encore accrochés au mur, des boutiques où les boîtes de conserve sont toujours en rayonnage, des hôtels où les chambres sont encore meublées. On a l'impression de voyager dans le temps. C'est ce qui est fabuleux avec cette route. Elle nous plonge dans les années 30, 50, 70. On voyage vraiment dans le temps et avec quelques anciens qui sont là. Et on s'arrête, on partage une bière avec eux. Et là, ils te replongent dans leur jeunesse, dans ces années, dans l'Amérique mythique des 60s. C'est assez passionnant. Une sacrée expérience, effectivement. Et du coup, en fait, il n'y a pas beaucoup de touristes en fait, sur cette route. Alors, il y en a quand même sur le côté ouest. Quand on est près de la Californie, l'ouest américain est touristique. Le Grand Canyon du Colorado, la Californie, Las Vegas. Il y a tout un tas de sites qui attirent le tourisme national et international. Et donc, les gens en profitent pour aller voir un bout de route 66 entre Arizona et Californie. Mais tout le reste du tracé, il y a relativement peu de visiteurs. Il y en a, mais c'est relativement peu. Et puis étalé sur des milliers de kilomètres. Oui, il y a ça. Donc, ce n'est pas du tourisme de masse. On est tranquille, vraiment tranquille. Parfois dans des secteurs où on ne croise pas de voyageurs pendant toute une journée. Ah oui, quand même. Et est-ce qu'on croise des animaux, tiens ? Alors, des animaux, oui, on va en croiser encore une fois parce que le territoire est immense. Ça va être très diversifié. Dans l'Est, on est dans des climats un peu comme les nôtres, avec 4 saisons tempérées, un peu la même végétation, la même faune qu'en France. Quand on est dans les déserts d'Arizona, du Nouveau-Mexique, alors là, c'est des forêts de cactus avec une faune, une flore complètement différente. On va croiser des coyotes et une faune tout à fait autre, des antilopes. On est sur des distances tellement grandes qu'on traverse des régions climatiques vraiment différentes. On a un résumé en quelque sorte des États-Unis quand on parcourt la route 66. Elle nous raconte l'histoire du pays, elle nous raconte sa géographie, ses régions climatiques. Mais moi qui aime bien la musique américaine, cette route c'est un véritable condensé des musiques américaines. Quand on est à Chicago, c'est la patrie du blues électrique américain. Et là, on va baigner dans cette ambiance musicale. On continue vers le Missouri. Et là, on va rencontrer des clubs de jazz. Les musiciens noirs de Louisiane sont remontés par le Mississippi, ont apporté le jazz. Et on va retrouver cette musique à Saint-Louis, dans le Missouri. Puis dans les campagnes un peu plus loin, dans les zones rurales du Kansas, d'Oklahoma. On va baigner dans la country music, dans le bluegrass. Et plus loin, c'est le rock californien. Donc également, sur un plan musical, c'est très riche, la route 66. C'était quoi la première surprise que tu as eue lorsque tu as fait tes premiers pas sur la route 66 ? Ma première surprise, ça a été qu'une route quasi abandonnée depuis les années 80, depuis 40 ans, qu'il y ait autant de vestiges du passé. Oui, c'est ça. On sait qu'en France, par exemple, la Nationale 7, elle a été non pas abandonnée, mais bien déclassée quand l'autoroute A7 l'a remplacée. Mais il n'y a plus rien du passé, plus rien qui rappelle ces années 50. Alors qu'aux États-Unis, au long de la 66, on baigne complètement dans les années 30, 50, 60, avec des milliers de carcasses de voitures. On va croiser des Buick, des Cadillac, des Chevrolet de ces années-là, qui rouillent paisiblement sur le bord du chemin.
Et c'est cette quantité de vestiges du passé qui, pour moi, a été la première grande surprise et qui reste un des grands plaisirs de cette route. Et quelle a été la rencontre la plus insolite que tu as faite lors de ce voyage ? Alors, des rencontres, on en fait de superbes au long de la route 66. Alors, je le disais, il y a ces anciens, ces encyclopédies vivantes qui ont toujours vécu là et qui te racontent leur jeunesse dans les années 50, 60. Et tu as des artistes, beaucoup d'artistes un peu marginaux qui ont choisi de s'éloigner des grandes villes, de retourner dans des zones paisibles où ils peuvent créer à leur manière. Alors ça peut être dans les déserts, quand la route 66 traverse le désert Mojave en Californie ou le désert du Sonora en Arizona. Là, on va rencontrer des artistes qui ont créé des sculptures, des œuvres d'art un peu loufoques parfois, tout près de la route 66, vraiment dans le désert. C'est assez extraordinaire. Un artiste, par exemple, que j'ai rencontré là-bas, tout au long de sa vie, il s'est baladé dans le désert au long de la route. Il y avait plein de camps de mineurs qui cherchaient de l'or, d'aventuriers, et il traînait plein de vieilles choses. Et il a récupéré toutes ces vieilleries qui traînaient partout. En particulier, il a récupéré des milliers de bouteilles vides, comme on les faisait autrefois, colorées de bleu, de vert, de jaune. Et toutes ces bouteilles vides, il en a fabriqué ce qu'il appelle des arbres à bouteilles. Donc il a monté une structure métallique qui figure le tronc, les branches, et puis ensuite là, il accroche des bouteilles, et quand cet arbre à bouteilles est multiplié par 200, 300, ça forme son œuvre à lui, l'œuvre de sa vie, une forêt d'arbres à bouteilles. Donc voilà le genre de phénomènes que l'on rencontre là-bas, ouais. Et qui vivent un peu à l'écart du monde moderne, qui sont disponibles pour bavarder avec toi, pour te plonger dans leur univers d'artistes. Des mécaniciens auto également, qui récupèrent des carcasses de voitures anciennes, des petits génies de la mécanique, et qui, à partir de 3 carcasses, te reconstruisent une voiture qui roule. Incroyable. Il y a vraiment de très belles rencontres. Et lorsque tu discutes avec les spectateurs lors de la présentation de ton film, c'est quoi la question qui revient le plus souvent, ou alors le commentaire qui revient lui aussi le plus souvent ? Alors c'est souvent à propos de l'état de la route. Quand ils voient certains tronçons de la route qui sont vraiment en piètre état, ils me disent « mais est-ce qu'on peut vraiment circuler sur cette route ?» Et c'est vrai que c'est très variable d'un bout à l'autre. On a des passages qui ont été tout à fait délaissés parce qu'ils ne desservaient plus aucun village ou autre. Et aujourd'hui, c'est quasiment de la piste. La végétation a poussé entre les dalles de béton. C'est pas du goudron, la route 66. À l'époque où on l'a construite, on ne connaissait pas le bitume. Donc ce sont des dalles de béton, mais la terre a un peu bougé, elles ont craqué, la végétation a poussé. Des arbustes sont parfois infiltrés dans les fissures. Donc parfois c'est étonnant quand on voit la route 66, c'est un parcours du combattant. Hein. Et ce qui interroge souvent les spectateurs, c'est « ah oui, mais une route pareille ». Alors bon, il y a des tronçons très difficiles, mais globalement, c'est vrai que j'ai fait beaucoup plus d'images là où c'était compliqué que là où c'était facile. Donc ça donne parfois une idée un peu plus difficile de la route qu'elle ne l'est véritablement. Mais ça étonne. Chez nous, tout ça aurait été passé au bulldozer, on aurait fait du neuf. Donc on est étonné de voir qu'une tranche d'histoire a pu rester là. Et c'est l'occasion d'ailleurs de rappeler une chose, c'est que quand on parle d'histoire, de monuments historiques, nous en France, on a les châteaux de la Loire, on a Versailles. Les Américains, ils ont la route 66. Oui, forcément. C'est aussi important pour eux que nos châteaux. C'est cette route qui raconte leur histoire, leur passé. Elle est récente, elle est brève, l'histoire américaine, et pour eux, cette route, elle est fondamentale. Eh ben, merci beaucoup, Christian Véraud, d'être venu répondre à nos petites questions sur Radio Pulse. Je le rappelle, vous êtes le réalisateur du film documentaire Route 66 sur la piste du rêve américain, et vous serez ce soir à Argentan et demain au Planète Ciné, enfin ce soir, plutôt cet après-midi, à 14h30. Oui. Ben, merci beaucoup d'être venu. Eh bien, merci, ça a été un plaisir de partager un peu de cette route. Merci beaucoup. Merci pour l'accueil. Get your motor running. Head out on the highway. Look
wonder. And whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns at once and explode into space. I like smoke and lightning, heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. Like a true nature's child, we were born to be wild. We can climb so high, I never wanna die. Born to be wild. Born to be wild. Get your motor running.